Bienvenue dans le podcast Lawher, le podcast qui vous permet de démystifier le droit et de le rendre accessible dans votre aventure entrepreneuriale en tant qu'entrepreneuse. Parce que dans Lawher, on pense que le droit et l'avocat doivent être les alliés de la réussite entrepreneuriale des femmes. On parlera donc d'entrepreneuriat, de cerveau reptilien, de contrat, de sororité ou encore de Beyoncé. Bonne écoute à toutes! Très bizarrement, je n'avais pas réussi à mettre le mot dessus, jusqu'à ce que Clotilde m'en parle. Donc c'est Clotilde qui m'a parlé de cette notion de procrastination administrative. Pourtant, c'est pas faute de le constater tous les jours quand je reçois des clients dans mon cabinet. Pour un certain nombre de ces clientes, justement, c'est quelquefois trop tard, parce qu'elles ont trop procrastiné justement sur la partie administrative, mais surtout juridique. Tout repousser, trop repousser pour vraiment s'emparer des sujets importants pour leur entreprise. Résultat, elles se retrouvent souvent perdantes, donc perdantes dans le sens perdre de l'argent, que ce soit au niveau des impôts ou encore de leurs relations avec leurs clients ou leurs associés. On décortique donc aujourd'hui avec Clotilde les mécanismes donc de cette procrastination administrative et surtout comment faire pour bien la surmonter. Bonjour Clotilde. Bonjour Estelle, merci de me recevoir. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui ? Écoute, en pleine forme. Eh ben, figure-toi que moi, je suis extrêmement ravie et heureuse de te retrouver sur mon podcast. Alors, figure-toi que je suis même légèrement intimidée parce que tu fais partie des premiers podcasts que j'ai écoutés quand j'ai découvert le monde du podcasting. Et donc, je fais partie des 40 millions d'écoutes parce que Change ma vie, c'est ça aujourd'hui, non ? Oui, c'est ça, on a passé les 40 millions d'écoutes et on est très fiers et surtout, moi, à titre personnel, très honorée en fait, parce que c'est une vraie marque de confiance quand tu confies tes oreilles et ton cerveau pendant 15, 20, 30 minutes à quelqu'un chaque semaine, c'est une relation qui compte beaucoup à mes yeux. Ouais, donc c'est pour ça que, en fait, déjà bravo parce que tout le monde peut pas faire ça, déjà. Et puis surtout, moi, je pensais pas te recevoir aujourd'hui sur le podcast. Et du coup, je me demande, est-ce qu'on a besoin quand même de te présenter, c'est quoi aujourd'hui, en réalité, Change ma vie? Est-ce que tu peux nous dire, qu'est-ce qui est devenu Change ma vie? Parce que ça fait un petit moment que tu l'as, ce podcast. Oui, alors Change ma vie, c'est d'abord et avant tout une entreprise de coaching que je dirige. Et donc, on propose du coaching aux personnes qui ont envie de retrouver leur place dans leur vie, voilà, de retrouver leur place dans leur quotidien, leur place dans leur vie professionnelle et familiale quand elles ont un petit peu perdu ça. Donc, c'est une entreprise de coaching et j'ai lancé il y a 7 ans et demi maintenant un podcast du même nom, Change ma vie, à travers lequel je propose chaque jeudi avec parfois des personnes de mon équipe, des outils pour à la fois mieux se comprendre et mieux diriger sa vie. D'accord. OK, écoute, merci beaucoup. Je crois aussi que tu as écrit un livre qui est sorti il y a pas très longtemps, il me semble. Merci de le préciser. J'ai effectivement, au bout de 7 ans, sorti un livre qui s'appelle La méthode change ma vie, qui est paru aux éditions Robert Laffont, et dans lequel c'est une introduction à notre méthode de coaching que nos clients et nos clientes retrouvent au sein de notre programme de coaching, et qui s'articule autour de la vision, donc développer la vision de ce qu'on veut pour soi, la clarté sur le chemin pour y arriver, et l'élan pour se mettre en action et rester en mouvement sans se décourager et en nourrissant une bonne énergie tout du long. D'accord, donc tout un programme qui nous permet un peu de travailler tout seul en fait de notre côté. En plus, donc si on a besoin de la possibilité d'avoir un coach à côté ou pas, mais aussi de faire nous-mêmes nos exercices en gros. Voilà. C'est ça, c'est un livre qui est très pratique avec des propositions de mise en application pour pouvoir avancer en autonomie. OK. Écoute, merci beaucoup. Donc, alors aujourd'hui, on va parler de procrastination administrative parce que c'est le thème qu'on a décidé avec Clotilde de traiter. Alors moi, je suis avocate en droit des affaires et je pense que tu le sais, tu as dû écouter quelques épisodes de mon podcast et je fais un peu comme toi, je donne des conseils solo. En fait, moi, c'est un média qui va me permettre de me faire connaître, mais c'est aussi en fait un média qui va me permettre de rendre accessible le droit pour permettre en fait une anticipation des sujets
avec un but bien précis, donc d'aider justement les femmes à mieux se protéger et surtout pour qu'elles puissent s'approprier les outils juridiques pour gagner plus d'argent. Donc ça, c'est un peu le fil conducteur de mon podcast. Quand on parle de juridique, en fait, tout le monde voit la question de la complexité des règles, mais en fait, moi, je pense que la réalité, ce qui fait en fait la force du juridique, c'est que c'est du savoir, c'est de l'expertise qui permet, tu sais, une certaine anticipation. Et en fait, moi, ce que je constate, souvent lorsque je reçois des clientes au cabinet pour, tu vois, des questions de consultation, notamment pour choisir leur statut, en fait, il y a un vrai sujet, tu sais, d'anticipation. Tu sais, c'est comme le fait de devoir anticiper parce qu'il y a un passage en société qui doit se faire. Et en gros, quelquefois, bah, elles se retrouvent perdantes parce que elles vont devoir payer plus d'impôts alors que si elles avaient prévu de le faire un peu plus tôt, tu sais, quelquefois, en plus, ça se joue vraiment à quelques mois près. En fait, elles vont être extrêmement perdantes d'un point de vue financier et c'est surtout parce que comme tu es coach de vie, en fait, il y a même d'un point de vue personnel, c'est assez dur à vivre. Tu sais, elles sont en mode surchauffe parce que c'est pas des opérations juridiques que tu vas faire tout le temps. Mais comme il y a en plus le quotidien qui va s'accumuler, en fait, elles sont vraiment pas bien à titre personnel, elles sont en mode panique. Donc, est-ce que toi, tu peux m'expliquer en tant que coach, comment toi tu analyses cette question de procrastination justement? Et on va aussi, bah, pour les auditrices, donner des outils pour que qu'elles puissent justement passer outre cette question de procrastination. Oui, ce qui me paraît important à poser dès le début sur cette conversation, c'est en fait de bien comprendre le fonctionnement de l'être humain dans sa dimension où en fait, face à toute situation, il y a une partie de la situation qui est très factuelle. Donc, quand on parle du droit, bah, il y a des textes de loi, il y a une jurisprudence, il y a les conseils que donne, voilà, notre conseil, etc. Il y a de l'argent sur un compte en banque. Enfin, voilà, ça, ce sont tous les faits qui sont objectifs, qui sont neutres. C'est juste, voilà, c'est les maths de la situation d'une certaine façon. Mais nous, en tant qu'être humain, face à ça, on a notre cerveau qui nous raconte une histoire. Alors quand je dis nous raconte une histoire, c'est pas nous raconte des bobards, mais en fait tisse une sorte de narration autour de cette situation. Et c'est en fonction de cette narration-là que je vais ressentir certaines émotions. Et donc en fait, c'est vraiment important à bien comprendre, c'est que dans la situation que tu donnes en exemple, qui est, je vais voir mon avocate qui me dit en fait le statut que tu as choisi, bah, tu es perdante. Ça, en fait, c'est juste factuel. On peut faire un tableau, voilà, un tableau de chiffres et le montrer. Mais si l'histoire que me propose mon cerveau, c'est t'es vraiment une quiche, t'as perdu énormément d'argent, tu aurais dû savoir, les autres savent, et que tout en moi, en fait, est occupé à me juger et avoir envie de réécrire l'histoire, les émotions que je vais ressentir, ça va être du regret, de la récrimination, de la honte, du découragement, etc. Et en fait, je vais associer ce sujet juridique qui pourrait être parfaitement objectif et bon, bah, c'est du business, c'est le droit, c'est comme ça. Je vais associer ça à toutes les émotions pénibles que je ressens. Et c'est de ce fait que dans d'autres situations, donc par exemple, si mon conseil m'a dit, il faut changer de statut juridique, c'est vrai que c'est dommage, tu es perdante, mais à l'avenir, ce sera ça le mieux. En fait, si à chaque fois que je m'y replonge, j'ai à nouveau tout ce discours intérieur qui crée à nouveau ma honte, mon regret, mon découragement, ma comparaison, etc. Et ben en fait, à chaque fois que je rouvre le dossier, c'est tellement pénible parce que je ne sais pas réguler ces émotions que je vais refermer le dossier et je vais peut-être rester encore plus longtemps dans ce statut qui n'est pas qui n'est pas en ma faveur. Et donc c'est vraiment cette idée de procrastination, il faut bien identifier le ressort émotionnel qui est en fait je fuis une action parce que j'associe à cette action des émotions que j'ai pas envie de ressentir. Et donc, je préfère faire autre chose, soit travailler, soit regarder mes réseaux sociaux, soit ouvrir un paquet de gâteaux. Voilà, je vais fuir non pas la situation en réalité, mais les émotions que je ressens quand je m'attelle à cette action ou cette situation. D'accord. Alors, si je comprends bien, c'est parce que en fait, dans ton cerveau, ce qui se passe, c'est que quand on parle du juridique, on associe ça, en fait, à des émotions, négatives et en fait, le cerveau, il aime pas du tout ça. Donc c'est ce que tu expliques. Ce qui fait que, en fait, c'est un espèce de cercle vicieux, au final. Parce que si la première fois, par exemple, parce que tu vois, la question du changement de statut, elle apparaît pas tout le temps. C'est vraiment de manière assez ponctuelle. Mais si ta première
expérience est mauvaise, donc si je comprends bien en fait ce que tu m'expliques, c'est que si ta première expérience est mauvaise, dans ce cas-là, et que du coup dans ton cerveau il y a des émotions et négatives qui y sont associées, exemple tu vas chez l'avocat et que tu ne comprends rien parce que l'avocat n'est pas pédagogue, il t'infantilise, parce qu'il y a aussi ce problème qui est réel, c'est que tu as énormément d'avocats qui vont avoir cette position donc d'expert et qui va pas avoir un discours bienveillant, qui va pas prendre le temps d'expliquer et qui va balayer d'un revers de main, on va dire, tous ces questionnements. Parce que moi, j'en ai aussi beaucoup des clientes qui sont venues me voir en m'expliquant, bon, bah, j'ai vu tel avocat et en fait, je n'ai rien compris. Donc, moi, ça me choque beaucoup parce que tu sais, bah, forcément, le client vient nous voir, il paye. Donc, c'est quand même à minima, l'explication doit être là au final. Et surtout, même d'un point de vue humain, ce que je trouve perturbant, c'est que je ne veux pas que mon client, en partant du cabinet, soit empreint donc d'émotions négatives dont tu as parlé tout à l'heure. Donc il y a un vrai sujet. Donc c'est-à-dire que donc ta première expérience chez l'avocat, par exemple, elle est fondamentale, si je comprends bien. C'est que si tu te sens bien par rapport à ton avocat et qu'en gros tu te retrouves avec quelqu'un qui est compréhensif, qui comprend bien ta situation, parce que tu vois, moi j'aide beaucoup les femmes, mais typiquement souvent elles vont beaucoup me parler aussi parce que l'entrepreneuriat féminin aujourd'hui en France fonctionne comme ça. Il y a des questionnements aussi, par exemple, relatifs au congé maternité. Est-ce elles vont avoir des droits à un moment ou à un autre? Et moi, par exemple, aujourd'hui, je me sens extrêmement privilégiée que mes clientes arrivent à ce niveau de confiance et qu'elles viennent me voir et qu'elles me posent ce genre de questions. Elles vont me demander, bon, bah voilà, quels sont mes droits? Parce qu'en fait, c'est des moments un peu difficiles à vivre. Donc, extrêmement important, la première expérience chez l'avocat pour ne pas avoir d'émotions négatives. En fait, c'est ça le truc. En fait, si je peux apporter une précision, c'est pas tant une question de temporalité et de la première expérience qui serait fondamentale, même si, enfin, bien sûr, notre cerveau apprend de nos expériences. C'est plutôt le mode de pensée que j'amène à toutes mes situations. C'est que, et en fait on est beaucoup de femmes en particulier à quand on est dans une situation dans laquelle on ne comprend pas les choses, et ben en fait on a le choix entre se dire je ne comprends pas parce que la personne en face de moi ne fait pas preuve de la pédagogie dont j'ai besoin. Et donc, je vais me dire, bah, c'est à moi de dire à l'avocat, écoutez, maître, je ne comprends pas, donc il va falloir parler plus lentement, il va falloir m'expliquer, et on y passera le temps qu'il faut, mais je veux comprendre. Versus, c'est moi le problème, c'est moi qui suis bête, c'est moi qui ai mal préparé le rendez-vous. Et donc, c'est en fait cette idée de se dire, face à toute situation, j'ai des pensées par défaut que me propose mon cerveau. Mon cerveau, par défaut, a un mode d'histoire qu'il me raconte, qui soit me met aux commandes de la situation en me disant, je paye un professionnel et donc je suis venu chercher des réponses et donc je ne partirai pas sans avoir des réponses claires. Donc ça, c'est un mode de narration intérieure. Ou un autre mode de narration qui honnêtement est beaucoup plus répandu, qui est cette personne-là détient le savoir, si je comprends pas, ça doit être moi. Et donc, ça nous amène plutôt vers la honte, l'autoflagellation, etc. Et donc, en fait, là où je trouve ça important, c'est de vraiment dire aux personnes, si vous vous rendez compte que face à tout expert, vous avez tendance, quand c'est compliqué ou quand c'est intimidant, etc., à vous dire c'est moi le problème, c'est ça qu'il faut changer. Et c'est possible, en fait. On peut recabler ces modes de pensée pour que dans toute situation, et honnêtement, quand on est entrepreneur, c'est absolument impératif, pour que dans toute situation, on puisse être en fait d'abord notre propre avocate en se disant, je vais défendre mes intérêts, je vais faire avec les ressources que j'ai, je ne sais pas tout et je ne suis pas la personne la plus intelligente de la Terre, mais j'ai besoin de savoir ça, j'ai besoin de résoudre ce problème, et donc je vais poser toutes les questions dont j'ai besoin et je n'aurai pas honte. Parce qu'en fait, si j'ai honte, j'ai tendance à me taire et à me cacher. Et ça aide pas quand on est chez son avocat. Oui, et puis là où est-ce que je te rejoins beaucoup, c'est que c'est particulièrement vrai, comme tu dis, quand tu es entrepreneur. Parce qu'en fait, des experts, bah, en fait, tu vas en avoir, enfin, en fait, tu as affaire uniquement à des experts. Entre ton expert comptable, ton avocat, même tes prestataires, tu sais, qui vont t'aider, je sais pas moi, tu développes un site ou j'en sais rien. En fait, tout ça, c'est des experts. Donc, en fait, il y a un vrai sujet de posture, de ma compréhension, sur laquelle, en fait, il faut travailler quand on est entrepreneur. C'est ça ma compréhension, hein.
Exactement, exactement. Parce qu'en fait, dans toutes ces relations, en fait, c'est la question à se poser, c'est quelle est la dynamique de pouvoir ou le rapport de force que je lis dans cette situation. Et en fait, du fait du conditionnement social que reçoivent les femmes d'une façon générale, il y en a beaucoup qui, en première intention, se mettent en position basse et ont l'impression que il faut pas déranger, qu'il faut pas trop en demander, qu'il faut être arrangeante, qu'il faut arrondir les angles, etc. Et ça, c'est super dans certaines circonstances, mais en tant qu'entrepreneur, sans écraser les autres, il va falloir évidemment défendre notre position, défendre nos intérêts. Et ça veut pas dire créer un rapport de force dans lequel on essaye de prendre la position dominante, mais c'est remarquer tous les endroits où on essaye de se faire petite, où on essaye de pas d'être trop arrangeante au point de finalement se tirer une balle dans le pied. Oui, parce que c'est si en gros tu n'exprimes pas au final, par exemple, tes propres besoins, en fait, au final, même nous en tant qu'experts, hein, on a du mal pour le coup à en fait bien faire notre travail. Enfin moi je le constate parce que quelquefois du coup c'est pas tant l'expert ou moi en tant qu'avocat qui va mal conseiller, c'est juste que alors ça c'est un peu pour la petite histoire. Souvent nous on en discute entre confrères et consoeurs, c'est qu'on se rend compte que quelquefois le client ou la cliente, moi en l'occurrence, va pas concrètement nous expliquer sa réelle volonté. Tu sais, c'est son vrai besoin, quelles sont ses peurs, comment elle se sent vis-à-vis de la situation et en fait, nous, on pourrait très bien, je pense, donner des conseils un peu différents et avoir nous-mêmes, en fait, en tant qu'experts, une posture totalement différente qui va faire en sorte que notre conseil sera mieux perçu, en fait, au final. Voire même, en fait, sur certaines solutions juridiques, hein, aussi, hein, quelquefois, parce qu'on a beaucoup parlé de la question du statut. Moi, je me rends compte quelquefois, par exemple, que certaines femmes ont peur parce qu'en fait, ça va leur faire peur de passer en société ou ce genre de choses. Et en fait, il y a des solutions juridiques. Moi, ce que je leur dis, bah, en fait, on va peut-être faire les choses un peu au fur et à mesure. On n'est pas obligé de faire, de passer sur la grande marche tout de suite. On peut faire une étape un peu intermédiaire. Et là, je trouve que quelquefois, bah, chez les femmes, il y a besoin un peu de ça. Parce qu'en fait, moi, j'ai l'impression que souvent, elles vont avoir un peu, quelquefois, bon, je généralise, hein, mais chez certaines de mes clientes, elles vont se sentir peut-être pas en capacité de comprendre, ou bien elles vont avoir peur de mal faire. Et puis, il y a aussi la peur de l'inconnu. Eh ben, tiens, voilà, j'ai une question parce que c'est la transition. Est-ce que, selon toi, sur cette question de procrastination administrative, donc tout ce qui a trait au juridique, c'est parce que tu procrastines parce que tu as peur de l'inconnu? Tu l'expliques comme ça. Est-ce que aussi c'est parce que tu as peur de mal faire? Alors, ça peut être l'un ou l'autre et l'un et l'autre. Ce que je veux inviter les personnes qui nous écoutent à considérer, c'est que à chaque fois que je procrastine sur, alors en particulier une démarche administrative ou une tâche administrative, l'enjeu c'est de se dire c'est parce que j'ai l'impression qu'en allant au devant de cette tâche ou au devant de cette démarche, il va y avoir un inconfort émotionnel et souvent ce qui est le plus saillant, c'est une peur d'une façon ou d'une autre. Donc tu as tout à fait, tu mets le doigt évidemment sur, c'est la peur de mal faire, la peur de pas comprendre, la peur d'avoir pris une mauvaise décision et de s'en vouloir après, la peur de ne pas avoir anticipé quelque chose et de se taper dessus après, d'avoir été idiote ou de ne pas avoir su. Et donc, ce que je trouve très intéressant, c'est d'utiliser en fait cette procrastination administrative. Donc, on peut faire. Donc, nous en coaching, on propose ce type d'exploration. C'est de se dire pourquoi est-ce que, donc imaginons par exemple il faut que je relise un contrat avec un prestataire, le prestataire m'a donné son contrat type et il faut que je le relise et en fait je remarque que ça fait 10 jours que le prestataire me dit voilà, relis le contrat, faut qu'on signe le contrat et tout, et je ne l'ai toujours pas fait. Et donc en fait l'idée c'est de se dire ok, par écrit, pourquoi est-ce que je ne fais pas ce truc? Qu'est-ce qui me bloque? Qu'est-ce qui me gêne? Si je m'imagine en train de relire le contrat, qu'est-ce que je pense qui va se présenter pour moi? Et en fait, il y a souvent la peur de ressentir une confusion qu'on ne saura pas démêler. Et dans tout ce qui est contractualisation, il y a aussi la peur d'avoir accepté des choses qu'on n'aurait pas dû accepter et de s'apercevoir après coup qu'en fait, dans notre tête, on s'est fait avoir. Donc, je fais des guillemets là avec les doigts. On a peur de se faire avoir, on a peur de prendre la mauvaise décision, on a peur. Et en fait, l'idée, c'est derrière tout ça, il y a toujours une forme d'aversion au risque. Et là aussi, on rentre dans une différence qui est globalement genrée. Donc, je te rejoins, on fait des généralisations sur le conditionnement social. Mais d'une façon générale, on apprend aux petits garçons et aux jeunes hommes qui sont capables
de prendre des risques et de se casser la figure et de repartir après et d'en ressortir encore plus glorieux, là où on dit plutôt aux petites filles et aux jeunes filles, attention, ne prends pas trop de risques, si t'es pas sûr, n'y va pas, si tu te disputes, c'est problématique. Donc en fait, il y a cette espèce d'idée que dans tout ce qu'on essaye de construire, il faut sécuriser les choses. Et en fait, par essence, quand on est entrepreneur, et en particulier quand on signe un contrat, quand on choisit une forme juridique, etc., comme on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, il faut accepter qu'on prend des décisions en n'ayant pas toutes les informations, qu'il y a un risque de se tromper, mais que ça fait partie du jeu et qu'on a plutôt intérêt à nourrir notre confiance en notre capacité à faire face aux problèmes s'ils surviennent. Parce qu'il n'y a pas de risque zéro en entrepreneuriat, il n'y a pas de risque zéro dans la vie en général. Et si j'ai l'impression que je ne peux avancer que si je suis 100% sûre de ne prendre aucun risque, en fait, je ferai du surplace. Et la procrastination, c'est du surplace. C'est une façon de se protéger d'un risque perçu dont on ne sait pas quoi faire. Oui, je comprends. Oui, parce que et là, moi aussi, effectivement, je te rejoins, hein, c'est parce que alors c'est l'essence même en fait, tu sais, de mon métier et en fait, aider les entrepreneurs à prendre des décisions et c'est vrai que, tu sais, la question de se tromper, quelquefois, j'ai le sentiment quand moi je reçois mes clients, il y a aussi une question, tu sais, de contrôle. Tu sais, le fait d'être à 100% sûr, un peu comme quand tu fais des maths, tu sais, est-ce que c'est, blanc ou noir, 2 + 2 = 4? Mais sauf que, en tant qu'entrepreneur, c'est jamais comme ça. Tu vois? Tu sais pas trop parce que de manière, très simple, hein, tout d'un coup, tu vas avoir un gros contrat qui va arriver et en fait, tu peux te mettre la pression. Tu sais pas si le client va être, bien ou pas. Est-ce que ça va bien se passer ou pas? Tu vois? Enfin, il y a tellement, d'inconnus. Est-ce qu'on est moins armé du coup, en fait, en tant que femme pour faire face à tout ça? Parce que tu sais, tu as parlé de conditionnement. Est-ce que aussi les femmes procrastinent plus, tu sais, sur, ces questions juridiques, voilà? Est-ce qu'on est moins armé? Alors sur la prévalence de la procrastination, je n'ai pas d'éléments Ouais. voilà de stats de stats là-dessus. Alors je sais que les hommes procrastinent aussi. En fait, ce qui me paraît être cette différence fondamentale, c'est la confiance qu'on se fait ou pas pour faire face aux difficultés futures. Et où en fait, je reviens à ce que j'évoquais, c'est que si j'ai grandi avec l'idée que la vie comporte une part d'incertitude et de risque, mais que c'est le jeu auquel je joue et que de toute façon je retomberai toujours sur mes pattes, que ça ira, que je m'en sortirai toujours, eh bien j'ai un rapport au risque qui est où je me sens beaucoup plus forte et beaucoup plus équipée pour aller au devant de ce risque que si je me vis comme n'étant pas équipée, pas armée et que j'ai peur que un conflit, une procédure, qu'une erreur puisse me mettre au tapis et que je me relève jamais. On comprend que si on pense qu'on ne sera pas à la hauteur des défis futurs, et en fait on n'a pas du tout envie d'y aller. On a hyper peur et on essaye de privilégier la sécurité envers et contre tout. Et en fait, il y a des situations, notamment dans des décisions de statut juridique, où on peut pas assurer on peut pas faire une décision qui soit à 100% juste, courue d'avance. Il y a très peu de situations en entrepreneuriat où je suis 100% sûre de prendre la bonne. Bah, surtout parce qu'en fait, il y a les choses qui changent. Enfin, ça s'appelle juste, tu vois, ton business qui va grandir, ou je sais pas, il y a la vie aussi qui va arriver parce que, tout d'un coup, tu vas tomber enceinte et c'est sans doute une année où tu vas faire moins de chiffre d'affaires. Il y a aussi tout ça, tu sais, qui doit être en fait, pris en compte parce que moi, voilà, on a beaucoup parlé de la question du statut. C'est vrai que beaucoup vont me dire: «Mais en fait, j'ai vu telle ou telle personne qui m'a dit ça, mais en fait, aujourd'hui, c'est plus ça». Mais en fait, souvent ce qu'elles oublient, c'est qu'entre temps, il y a des éléments extérieurs qui ont changé un peu la donne. Alors, autre question, donc, qu'est-ce qui se passe en fait, pour soi quand on procrastine, trop? Tu vois, est-ce qu'il y a des sujets de fatigue, d'épuisement, tu vois? Là, c'est pas forcément une partie, juridique, financière parce qu'on a bien compris, si tu choisis mal ton statut ou bien tu n'anticipes pas, potentiellement tu peux être perdante financièrement parlant. Mais qu'est-ce que ça nous fait en fait, quand on procrastine pardon, trop en tant que personne? Il y a trois conséquences majeures, un peu trois étages de conséquences. Le premier étage, qui est généralement celui qu'on perçoit le plus, c'est l'étage émotionnel et donc le coût émotionnel de la procrastination. Parce qu'en fait, quand j'évite une tâche
pour fuir les émotions inconfortables que j'y associe. En réalité, ces émotions inconfortables, elles sont quand même au fond de moi parce qu'il y a une partie de mon cerveau qui sait bien que je suis en train d'éviter ce truc et que je repousse, etc. Donc, en fait, mon cerveau, il y a une partie de mon cerveau qui est quand même dans la peur ou le découragement ou la confusion, etc. Mais j'ajoute en plus à ça le jugement de moi-même, l'impression que je ne fais pas ce qu'il faudrait, que je suis en train d'accentuer ma difficulté, que je suis pas une bonne entrepreneur, que je suis pas responsable, etc. Donc il y a vraiment cette ambivalence et ce conflit intérieur en fait. Il y a une partie de moi qui veut faire cette tâche administrative parce que je sais que c'est nécessaire, l'autre partie qui tire dans l'autre sens et une troisième qui dit non mais les gars, qu'est-ce que vous faites et il faudrait qu'on avance. Donc ça déjà ça a un coût émotionnel important et en fait ça crée une fatigue émotionnelle qui peut se manifester sous forme de stress, sous forme d'irritabilité, sous forme de voilà, on a cette espèce de voile un peu grisâtre où on se sent pas aligné dans ce qu'on fait parce qu'on sait bien qu'il y a ce truc qu'on évite et qu'on a mis sous le tapis. Donc ça c'est la première chose. La deuxième conséquence, elle est de façon très tangible que s'il y a un contrat qu'il faut que je signe, s'il y a un statut qu'il faut que je choisisse, s'il y a une décision qu'il faut que je prenne, mais que je n'avance pas, en fait je me bloque. Je me bloque dans mes projets, je bloque l'avancée de mon activité. Donc, ça, c'est effectivement, voilà. Parfois même, je prends un risque qui est plus important à ne pas faire parce que quand je prends l'exemple du contrat avec le prestat, imaginons que le prestat a commencé à travailler, mais que le contrat est pas signé. En fait, potentiellement, il y a un problème, mais je suis pas protégée parce qu'on n'a pas signé de contrat, donc personne n'est engagé à rien. Enfin, du coup, je peux en réalité accentuer la difficulté. Et le troisième élément auquel on pense moins, mais qui me paraît fondamental, la troisième conséquence, c'est dans le regard que je pose sur moi-même. Et donc, dans la confiance que je me fais ou pas, de protéger mes intérêts, très simplement. C'est-à-dire qu'en fait, un élément fondamental de ma confiance en moi, c'est la confiance que je me fais ou pas pour faire ce que j'ai dit que je ferais au moment où je le ferais. Quand on regarde la confiance au sein d'une relation, si on pense à la relation avec un conjoint, une conjointe ou un ami, une amie, en fait, si moi je suis mariée, donc si mon mari me dit tous les jours je vais m'occuper de tel truc et que tous les soirs il revient et qu'il dit ah non je m'en suis pas occupée, en fait, j'ai plus, enfin, je peux être compréhensive une fois, deux fois, trois fois, mais au bout d'un moment, je me dis, ok, en fait, je peux pas compter sur lui. je peux pas lui faire confiance, en fait. Et donc, en fait, ça déconstruit la confiance dans cette relation, mais c'est exactement la même chose avec nous. Si tous les jours, je note sur ma to-do, relire le contrat, rappeler Estelle pour lui faire part de ma décision de statut juridique, etc., et que tous les soirs, je vois que je l'ai pas fait, au bout d'un moment, au moment de l'écrire sur ma to-do, je vais me dire non mais en fait, cocotte, enfin tes promesses vides de politiciens, genre plus personne n'y croit. Et ça a un impact réel parce que quand on est entrepreneur, c'est notre actif le plus précieux, c'est la confiance qu'on se fait pour se mettre en action, même quand c'est inconfortable, surtout quand c'est inconfortable, parce que entrepreneur, il y a plein de trucs inconfortables qu'il faut faire. Ah oui, totalement. Et puis en plus, c'est un peu ça le sujet parce qu'on est particulièrement dur au final avec nous-mêmes. On a un regard souvent beaucoup moins bienveillant. Il y a aussi ce truc qui est assez fort d'une manière générale, hein. Tout à fait. Oui, il y a ce cocher avec son fouet là qui est internalisé et où en fait on a alors tout le monde n'a pas ce mode de pensée, mais beaucoup d'entre nous avons ce jugement très dur, ce perfectionnisme aussi. Et je pense alors pour les personnes qui nous écoutent et qui sont dans les professions du droit, professions juridiques en particulier, il y a cette prévalence du perfectionnisme parce que par essence, votre métier. C'est ça. Il faut viser la perfection. C'est-à-dire que dire au client, je t'ai fait un contrat qui va te protéger à 70-80%, le client, voilà, ça lui conviendra pas. Donc il y a cette exigence d'exhaustivité, cette exigence d'infaillibilité qu'on peut emporter ailleurs dans notre vie. Alors qu'en fait, il y a la question du droit où on va essayer effectivement de faire du 100%, mais sur d'autres choses, c'est pas forcément nécessaire de faire parfait. Alors là, tu vois, j'ai un petit cas pratique pour toi. Donc, parce que maintenant, ça fait un petit moment que je me suis installée à mon compte, hein, ça doit faire 4 ans. Et en fait, comment tu l'expliques? Tu sais, c'est des situations où est-ce que j'ai des clientes, donc elles viennent me voir, elles vont s'associer, donc je rédige un pacte parce que tu sais, on est associés, donc il faut rédiger des pactes d'associés pour bien se protéger. Et au final, je me rends compte au bout de quelques mois, parce qu'on va se donner des nouvelles, en fait, elles signent pas le document.
tu vois? Est-ce qu'il y a un sujet, tu sais, aussi derrière de procrastination administrative? Même chose, régulièrement, par exemple, ça peut m'arriver donc moi, je vends des prestations, tu sais, de mise en place de conditions générales de vente, beaucoup chez les freelances, les indépendants et en fait, quelquefois, moi, je suis là évidemment pour donner des conseils, pour leur dire: «Bon, bah, voilà, il y a telle ou telle chose que tu dois mettre dans tel document parce que ça, c'est particulièrement important, demande de remboursement, ou pas, il faut absolument que tu demandes un acompte», ce genre de choses et en fait, quelquefois, j'ai des clientes qui reviennent me voir et qui me disent: «Bon, en fait, j'oublie, hein, entre guillemets, hein, donc on le voit pas, mais effectivement là, en fait, je pour les auditrices, en fait, j'oublie entre guillemets régulièrement d'envoyer, tes conditions générales de vente à mon client et en fait, est-ce que tu l'accoles à la procrastination administrative ou est-ce qu'en fait, il y a des choses un peu sous-jacentes, tu sais, à ce comportement? Parce que en plus, ça a un coût de faire appel à un avocat. Tu vois, quand même, on est payé pour mettre en place la sécurisation donc juridique. Mais sauf que, tu vois, dans mon premier cas, donc il y a un sujet de OK, on a travaillé pendant X semaines sur, le pacte d'associés et donc finalement, on se retrouve en fait à pas le signer et puis quelquefois même, j'ai eu affaire à des situations de conflit derrière. Donc ce qui est quand même, extrêmement désagréable parce que tu as travaillé, enfin déjà bon moi, j'ai travaillé sur le document, mais ce que je trouve en fait, très bizarre, c'est qu'il y a pas cette dernière marche, sur laquelle elles vont s'appuyer et est-ce que c'est une question de procrastination administrative? Et même chose, tu sais, dans mon deuxième exemple, je sais pas trop si c'est vraiment un oubli ou est-ce que c'est de la procrastination administrative? Comment toi tu l'analyses en fait sur ces 2 cas? Bah, dans les 2 cas, ce qui est intéressant pour, des personnes qui nous écoutent et qui pourraient être concernées par, quelque chose de similaire, c'est de se dire: «Quelles sont les conséquences que mon cerveau me prédit à la signature, alors du pacte d'actionnaires ou l'envoi des CGV, à mon client?» C'est qu'en fait, il y a une partie de mon cerveau qui me dit: «En signant ce pacte d'actionnaires, tu prends un risque, tu t'exposes à un inconfort ou à un danger futur et donc, il vaut mieux ne pas signer le pacte ou ne pas envoyer les CGV parce que si tu le fais, tu t'engages dans une avenue où il pourrait se passer quelque chose de problématique pour toi à l'avenir. Et donc en fait, c'est vraiment là aussi très important de se proposer en fait d'utiliser ces situations-là, pas pour se juger, mais pour mieux se comprendre et pour mieux explorer en fait ces mécanismes sous-jacents et comment est-ce qu'on aborde les relations aux autres, etc. Parce que, bah, par exemple, dans le pacte d'associés, par exemple, bah, peut-être que la personne se dit, si je signe ça, en fait, c'est un engagement. Je serai tenue à cet engagement et peut-être qu'à l'avenir, je vais regretter telle chose à laquelle je me suis engagée, donc je voudrais en sortir. Mais l'enjeu, c'est de se dire, c'est pas zéro risque ou le risque associé à ce pacte d'associés, c'est il faut que dans ma tête, je compare le risque de signer un pacte d'associés où dans 1 an, 2 ans, 5 ans, je m'aperçois qu'il y a une clause où si c'était à refaire, je l'aurais pas formulé comme ça, versus le risque de je suis, pardon de l'expression, mais à poil, avec aucun engagement explicite. Et donc en fait, cette mesure du risque, elle est relative entre eux. Et pareil avec les CGV, c'est le risque que effectivement mon client me dise ah bah non moi c'est CGV ça me convient pas etc. Et donc une discussion peut-être inconfortable versus ne pas avoir envoyé les CGV, avoir un litige avec le client et à ce moment-là on est sur des conséquences qui sont autrement plus embêtantes. Mais dans l'instant notre cerveau nous raconte une forme de mensonge simpliste qui est tant que je ne signe rien ou tant que je n'envoie pas le document je suis protégée. Mais non pas du tout. Et donc c'est vraiment cette idée c'est d'aller au bout du scénario. C'est même totalement le contraire en réalité. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que, il y a vraiment une question de temporalité. Tu sais, bah, du coup, notre cerveau, il va beaucoup plus en fait se mettre dans un état court-termiste parce que, en gros, effectivement, peut-être que rediscuter avec son associé de telle ou telle clause, de le revoir une dernière fois et de se dire: «Bon, bah, en fait, en réalité, voilà, non, mais en fait, ça va pas nous arriver», tu vois? En fait, éviter toutes les émotions, on va dire, un peu, négatives et puis même chose sur, la question de devoir discuter de telle ou telle clause, auprès du client parce que le client, bah, il va relire et puis il va dire: «Bah, par exemple, ça c'est pas du tout possible, le préavis c'est pas ça» et en fait, tu veux faire en gros l'économie d'avoir affaire à cette situation, inconnue en fait, hein, c'est un peu ça et puis surtout de se dire: «Bah, en fait, je veux pas provoquer cette discussion qui quelquefois peut être, extrêmement inconfortable au final».
Exactement. Et comme tu l'évoques, notre cerveau est câblé pour éviter l'inconfort de court terme, pour nous protéger de cet inconfort. Mais l'enjeu entre moi et entre chaque personne qui nous écoute et elle-même, c'est de se dire, mon cerveau, là tout de suite, clame très fort l'inconfort de court terme et veut m'en détourner, mais c'est à moi d'équilibrer la conversation en disant, alors oui, il y a l'inconfort de court terme d'avoir avec mon associé une discussion que personne n'a envie d'avoir, hein, soyons très clairs, mais c'est à mettre en comparaison avec l'inconfort de long terme d'avoir une séparation, voilà, un inconfort, un conflit dans le futur quand on aura en plus construit quelque chose ensemble et que ce sera autrement plus compliqué de démêler les choses. Mais une chose que je veux vraiment souligner, c'est que je pense que quand on parle de ces sujets professionnels, juridiques, administratifs et d'entrepreneuriat, il y a une sorte d'incompréhension qui est que on se dit non mais là c'est le volet pro, c'est le volet juridique, donc je devrais être parfaitement rationnel et toutes mes décisions devraient être hyper carrées. Je devrais pas me poser toutes ces questions, je devrais pas ressentir toutes ces émotions. Et moi, le message que je veux vraiment envoyer, c'est que dans nos relations professionnelles, dans nos projets professionnels, il se joue tout autant de notre identité, de nos craintes, de nos failles, etc., que dans nos relations personnelles, familiales, dans nos projets personnels. Et parfois, quand on ne comprend pas ça, on peut être tenté de se juger parce qu'on se compare peut-être à un modèle plus d'énergie masculine. Alors c'est pas tous les hommes, mais c'est d'une énergie masculine qui consisterait à être voilà la working girl, voilà la personne qui prend des décisions, qui est là avec son tailleur, qui avance d'un pas décidé, etc., qui ressent pas une émotion, qui verse pas une goutte de sueur, et donc avoir l'impression, enfin se dire si pour moi c'est aussi, je me pose autant de questions, je ressens autant d'émotions et c'est aussi difficile, bah peut-être que c'est pas fait pour moi. Et en fait, moi, la réponse que j'ai envie de dire, c'est non, c'est fait pour toi. C'est simplement qu'il faut que tu emmènes avec toi dans ton parcours entrepreneurial tout de toi, donc le volet intellectuel, rationnel, professionnel, mais aussi le volet émotionnel, de identitaire, de crainte, etc. Et c'est ça qui rend d'ailleurs l'aventure entrepreneuriale une aventure presque de développement personnel, parce qu'on repousse beaucoup nos limites, ce qu'on croit possible pour nous. Et ça, moi, je trouve que c'est une opportunité extraordinaire. Ouais, de toute façon, je pense qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui t'écoutent sur ton podcast parce que c'est vrai que c'est assez, en fait, c'est assez similaire. Tu vas voir, effectivement, on l'a évoqué lors de l'interview, mais c'est vrai qu'il y a des questions de confiance en soi, de sortie de zone de confort, donc en fait, qui au final, bah, c'est constant, c'est tout le temps. Il y a aucun moment, en fait, en réalité, tu te mets entre guillemets sur pause. Alors sur cette question, donc, pour surmonter cette procrastination administrative, donc tu nous as donné quelques conseils. Donc, c'est-à-dire d'avoir travaillé sur soi-même, poser peut-être sur papier, donc pourquoi donc on procrastine face à telle ou telle tâche. Et est-ce que tu as d'autres méthodologies, en fait, d'autres tips en fait à nous donner en fait sur pour pouvoir surmonter justement cette procrastination? Oui, donc comme on l'a dit, la première étape, c'est de clarifier pour soi-même quelle est ma crainte, qu'est-ce que je cherche à éviter en évitant cette tâche. Et ensuite, ce qu'il faut développer, c'est la capacité à la fois à accueillir les émotions, c'est-à-dire se dire, je peux ressentir de la confusion, je peux ressentir de la peur, je peux ressentir du découragement et autoriser ces émotions à être là et agir quand même. Parce qu'en fait, souvent, ce qu'on nous a appris à faire, c'est soit à fuir ces émotions, donc je ne fais rien, soit à passer en force en me bouchant les oreilles et en me disant non, je n'ai pas le droit de ressentir ni confusion, ni découragement, ni peur. Et ça ajoute encore plus à notre fatigue émotionnelle parce qu'on est en résistance à nos émotions. Et donc l'enjeu, c'est d'apprendre en fait à s'accompagner comme on pourrait pour les personnes parmi nous qui avons des enfants ou qui avons cette relation d'accompagnement avec des personnes autour, qui consiste à les prendre par la main et à dire oui, je sais que c'est difficile, je sais que t'as pas envie, mais le jeu en vaut la chandelle. Et tu vas voir que plus tu le fais, plus ce sera facile. Et s'il y a quelque chose que tu comprends pas, eh ben on notera sur un coin, sur un coin de feuille ce qu'on comprend pas, et puis on rappellera Estelle et on lui posera la question. Donc en fait, c'est l'idée de rester dans sa propre équipe, en espèce de binôme avec soi-même, en se parlant gentiment et en se disant, t'es en train de faire quelque chose qui est pas facile pour toi. Donc, je vois que c'est pas facile, mais bravo de t'accrocher. T'as beaucoup à apprendre et de l'autre côté, tu seras hyper fier de toi. Donc, est-ce que tu es d'accord pour que, voilà, aujourd'hui, on va se bloquer 1 heure et on va le lire, ce putain de contrat. Et en fait, voilà, en fait, au lieu, remplacer ce discours intérieur
de dureté, de jugement et ce ton un peu cassant qu'on a avec soi-même de genre mais secoue-toi, qu'est-ce que tu fais? Le remplacer par bah ouais, entrepreneur, c'est vraiment pas facile. Il y a tous les jours des challenges, il y a plein de trucs que je sais pas, il y a plein de trucs que je maîtrise pas. Il y a une partie de moi qui a hyper peur et c'est normal et on en est tous là. Et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour être contente et fière ce soir? Ah ben, moi, je viens de bénéficier d'une séance de coaching en fait en direct avec Clotilde, donc c'est super. Alors, on va arriver à la dernière question. Donc, alors mon podcast s'appelle Lower. Donc, pourquoi Lower? Donc, on évoque donc le droit des femmes dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu leur souhaites en fait à toutes ces femmes qui nous écoutent aujourd'hui et qui ont justement envie donc de parcourir un petit bout de chemin sur ce parcours entrepreneurial? Moi, ce que je leur recommande, c'est d'adopter un regard sur elles-mêmes et sur leur parcours qui est celui du parcours de l'héroïne. C'est en fait de se raconter leurs accomplissements passés, mais aussi leurs échecs passés, leurs accomplissements courants et leurs échecs courants, en se disant si je suis l'héroïne de cette aventure-là, bah qu'est-ce qui se joue pour mon héroïne à ce moment-là? Qu'est-ce qui est difficile pour elle? Qu'est-ce qui est attachant? Quelles sont les ressources insoupçonnées dont elle pourrait bénéficier? Quels sont les guides autour d'elle à qui elle peut faire appel? Et en fait, cette prise de hauteur par rapport au challenge qu'on rencontre, bah, c'est très utile parce que, en fait, quand on est au cinéma, quand un film est bien fait et qu'on raconte le parcours d'un héros ou d'une héroïne, on se dit pas, mais quelle quiche. Parfois, les scénarios sont pas bien faits, hein, donc, mais on se dit pas, mais quelle idiote. Mais enfin, voilà, si le scénario est bien fait, bah, en fait, on comprend que l'héroïne, elle ait pu prendre la mauvaise décision, prendre rendez-vous avec la mauvaise personne, fait confiance à la mauvaise personne et tout. On la comprend, on veut le mieux pour elle et voilà, tout dans notre cœur, dans notre corps est tendu pour lui souhaiter le meilleur. Et ça, poser ce regard-là sur son propre parcours, cet œil à la fois bienveillant mais croire en sa quête en fait. Qu'est-ce que je cherche? Pourquoi est-ce que j'ai envie de créer mon activité, de la développer? Je suis à la poursuite de quoi? En fait, ça ajoute une profondeur à ce qu'on peut rencontrer au quotidien et ça permet vraiment de nourrir cette énergie de quand c'est pas facile, se dire oui c'est pas facile, mais en même temps une héroïne pour qui tout est facile, personne ne regarde, voilà, pas du tout intéressant. Le parcours d'une héroïne, tout lui réussit, c'est le beau fixe tout le temps, pas du tout Ouais. intéressant. Donc voilà, ce serait ça mon invitation, c'est voilà à reprendre le rôle de l'héroïne. Bah, écoute, merci beaucoup, Clotilde. Alors, comment on fait pour te contacter, dis-moi? Parce que, si on veut, bah, bénéficier d'un coaching, chez Change ma vie, puis, bah, déjà je mettrai aussi le lien, tu sais, de ton livre dans le descriptif, en fait, de l'épisode que tu viens de sortir il y a pas très, très longtemps. Donc, comment on fait pour te contacter? Alors moi, ce que je propose, c'est que enfin, au moment où vous écouterez cet épisode, on aura créé une page d'accueil pour les auditrices de ce podcast, qui sera donc à l'adresse changemavie.com/loher, donc le nom du LAWHER, une page sur laquelle on présentera des ressources qui seront complémentaires de ce qu'on s'est dit aujourd'hui pour les personnes qui voudraient bah, découvrir le podcast. Nous, on envoie une newsletter tous les lundis qui s'appelle l'élan du lundi, qui a pour objectif, voilà, en 5 minutes de donner voilà, de l'énergie et de l'inspiration pour bien aborder ces semaines. Et donc pour les personnes qui nous suivent et qui sont entrepreneurs, souvent il y a besoin en début de semaine de se mettre dans la bonne énergie, le bon état d'esprit. Donc si les personnes veulent s'inscrire à l'élan du lundi, on mettra ça sur cette page, donc changemavie.com/loher, LAWHER. OK, beh, écoute, merci beaucoup, Clotilde. Et puis, bah, en tout cas, merci beaucoup pour votre écoute, les auditrices. Et puis, on se dit à très bientôt. Merci. Merci beaucoup Estelle, merci à toutes.